Bonjour. La notion de base hilbertienne en dimension quelconque est la généralisation de la notion de base orthonormale en dimension finie. Si B est une partie non vide d'un espace pré-hilbertien E, alors B est dite base hilbertienne de E si B est orthonormale et le sous-espace vectoriel engendré par B est dense dans E. Il faut noter qu'une base hilbertienne n'est pas nécessairement une base algébrique. Certes, elle est libre car elle est orthogonale, mais elle n'est pas toujours génératrice. Cependant, si B est une base hilbertienne dénombrable, on obtient des formules qui ressemblent à celles de la dimension finie. Là, chaque vecteur de l'espace E se décompose dans B de la manière suivante. Là, c'est une somme infinie, et là, on voit les coordonnées de x dans B. La norme aussi, elle s'écrit comme cette somme infinie, bien sûr avec la racine carrée, et là, on voit le module au carré des coordonnées. L'égalité de Parseval. Le produit scalaire s'exprime d'une manière explicite dans B. Si x, y sont deux vecteurs de E, x scalaire y égale à cette somme infinie. Là, on voit les coordonnées de x, et là, les coordonnées de y, sûr avec conjugué. Si maintenant B est seulement orthonormale, on a toujours cette inégalité, qui s'appelle l'inégalité de Bessel. Cette série à terme positif est convergente, et sa somme est majorée par la norme de x au carré. Signalons enfin qu'un espace pré-hilbertien admet une base hilbertienne dénombrable si seulement si cet espace est séparable, c'est-à-dire si seulement si cet espace admet une partie dense dénombrable. Vous trouverez les démonstrations de toutes ces formules et ce résultat dans le polycopié. Dans ce travail dirigé, on considère l'espace vectoriel des suites à valeur dans le corps K. Et sur son sous-espace vectoriel des suites à carré sommable, qu'on note petit L2 de K, on met ce produit scalaire. Voilà. Donc là, une suite F scalaire, une suite G, voilà, égale à cette somme infinie. En fait, je choisis cette notation pour les suites car il permet d'éviter la confusion des indices. Chez vous à la maison, vous pouvez montrer que ce produit scalaire est bien défini en utilisant cette inégalité et le critère de comparaison pour les suites à terme positif. Voilà l'expression de la norme qui provient de ce produit scalaire dans l'espace petit L2. Dans la première question, on demande de montrer que l'espace L2 est un espace de Hilbert. Pour cela, on prend une suite Fm de Cauchy et on montre qu'elle est convergente dans L2. Alors la suite Fm est de Cauchy, ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un rang n à partir duquel cet écart dans L2 est inférieur à epsilon. Là, il y a des carrés. Alors, puisque cet écart
est une série, est la somme d'une série à terme positif. Donc la somme est inférieure à epsilon. Donc nécessairement, le terme général est inférieur à epsilon et toutes les sommes partielles sont inférieures à epsilon. Alors si on regarde l'assertion étoile, alors on a pour tout epsilon positif, il existe un rang à partir duquel cet écart, mais là l'écart dans le corps K, est inférieur à epsilon. Cela veut dire que pour tout n appartenant à n, la suite Fm de n est une suite de Cauchy dans le corps K. C'est une suite qui dépend de n. Mais là, la variable, c'est petit m. Donc, elle est de Cauchy dans le corps K, qui est bien sûr complet. Donc, cette suite est convergente dans K. Et évidemment, il va converger vers un scalaire qui dépend de m. Il converge lorsque m tend vers l'infini. Lorsque m tend vers l'infini, cette suite qui dépend de n va converger vers un scalaire qui dépend de n, connote f de n. Voilà. Alors, et du coup, l'application n a pour image f de n, c'est une suite. Voilà, c'est une suite. Alors, il faut montrer que la suite f est un élément de L2. Ensuite, il faut montrer que la suite Fm converge vers cet élément. Alors, pourquoi la suite F est un élément de L2 et pourquoi il converge dans L2 vers... pourquoi la suite Fm converge vers F dans L2. Alors, revenons maintenant à l'assertion double étoile. Dans double étoile, voilà. Si on fixe l'indice P et on tend l'indice Q vers plus l'infini, ce terme, exactement celui-là, il va converger vers f de k. Car on a dit que la suite Fm converge, vers f de n. Donc ce terme-là, lorsque Q tend vers plus l'infini, ce terme il va converger vers f de k. Voilà, ceci, quel que soit n. Voilà. Donc on obtient, quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel, voilà, donc là f de k, cette somme est inférieure à epsilon carré, et ceci, quel que soit n. Alors, puisque cette somme est inférieure à epsilon carré, quel que soit n, donc si on tend n vers l'infini, on obtient cette assertion, l'assertion 3 étoiles. C'est-à-dire, quel que soit epsilon, il existe un rang à partir duquel cette somme infinie est inférieure à epsilon carré. Donc là, c'est presque la convergence de la suite Fm vers F dans l'espace L2. Là, c'est parce que c'est la norme au carré. Donc il reste seulement à dire pourquoi, à justifier pourquoi F appartient à L2. Alors, justement, là, si on prend P égale à grand N, là, P égale à grand N, alors cette sommation inférieure à epsilon, ça veut dire que la suite F moins Fp est à carré sommable. Ah, ça veut dire que F moins F indexé par grand N est un élément du sous-espace vectoriel petit L2. Alors évidemment, puisqu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel, et l'élément F grand N appartient à petit L2, donc nécessairement F appartient à ce sous-espace vectoriel. Voilà. Donc petit f est un élément de L2, et la relation, et l'assertion 3 étoiles signifie que la suite Fm converge vers l'élément F dans L2. Là, on a montré que toute suite de Cauchy de L2 est convergente dans L2, donc l'espace petit L2 est complet. Dans la deuxième question, on considère
cette famille de suites, Fm définie par Fm appliqué à n égale à 1 si n égale à m, Fm appliqué à n égale à 0 si n est différent de m. Et on demande de montrer que cette famille forme une base hilbertienne de L2. Il faut montrer que cette famille est orthonormale et que le sous-espace vectoriel engendré par cette famille est dense dans l'espace L2. Alors, pourquoi cette famille est orthonormale? Alors, pour deux indices P et Q, si on calcule le produit scalaire de l'élément Fp et l'élément Fq, qu'on trouve, voilà, donc par définition, le produit scalaire. Alors, dans cette somme, tous les termes sont nuls, sauf lorsque n égale à p égale à q. Tous les autres sont nuls. Et dans ce cas, hein, on trouve 1. C'est d'après la définition de la famille Fn. Donc ce produit scalaire égale à 1 si p égale à q, 0 si non. Donc ça veut dire que les éléments de cette famille sont deux A2 orthogonaux et la norme de chacun est égale à 1. Voilà, donc la famille est orthonormale. Alors maintenant, montrons que le sous-espace engendré par cette famille est dense dans L2. Alors pour cela, on va montrer que tout élément de L2 est limite d'une suite du sous-espace vectoriel engendré par la famille. Alors donc pour un élément f de L2, un élément quelconque, on considère cette suite qui appartient au sous-espace vectoriel engendré par la famille. Voilà, donc Gm. Voilà. Alors voilà, donc Gm, c'est une combinaison linéaire de l'élément F1, F2, Fm. Voilà, et voilà donc les scalaires. Donc c'est le scalaire f de 1 fois l'élément F1, f de 2 fois l'élément F2. Voilà. Donc on voit bien que cette suite, une suite du sous-espace vectoriel engendré par la famille. Voilà. Alors maintenant, d'après la définition de la famille Fm, si n est inférieur à m, alors n figure dans cette liste. Et donc, voilà, Gm appliqué à n égale tout simplement Fn, fois 1 qui est égal à f de n. Si n est supérieur strictement à m, n ne figure pas dans cette liste, et d'après la définition de la famille, donc ça, voilà, donc tout ça vaut 0. Donc Gm appliqué à n égale à f de n si n inférieur à m, 0 si n est supérieur strictement à m. Alors maintenant, calculons la norme de la suite Gm moins f de tout au carré. Alors donc par définition, voilà l'expression de la norme, voilà, bien sûr au carré. Alors là, cette sommation, il y a les indices qui sont inférieurs à m, ou égal à m, et les indices qui sont supérieurs strictement à m. Lorsque n est inférieur ou égal à m, Gm appliqué à n est égal à f de n. Voilà, c'est f de n. Donc ça fait f de n moins f de n, donc ça fait 0. Donc tout ça, cette somme est nulle. Alors, lorsque n est supérieur strictement à m, on a dit que Gm appliqué à n égale à 0. Donc cette deuxième somme vaut sigma de m plus 1 jusqu'à l'infini, voilà, de ce carré. Voilà. Donc la norme de Gm moins f, le tout au carré, et le reste de cette série convergente. C'est une série convergente, donc là on voit bien que c'est le reste, et on sait toujours, et on sait que le reste d'une série convergente converge toujours vers 0. Voilà.
Donc, GM converge vers F dans L2. Voilà, donc on a montré que tout élément F de L2 est limite d'une suite du sous-espace vectoriel engendré par la famille Fm. Voilà. Donc, la famille Fm est une base hilbertienne. Dans la dernière question, on considère l'endomorphisme T de l'espace L2 tel que l'image par T d'une suite F est la suite qui prend la valeur F de n plus 1 en n. Voilà, c'est l'endomorphisme shift à gauche. Alors, on demande de montrer la continuité de T et de déterminer l'adjoint de T. Alors, pour la continuité, prends un élément F quelconque de L2 et on calcule la norme au carré de l'image de F. Alors, par définition, c'est cette somme. Voilà. On effectue changement d'indice n plus 1 égale à k et on obtient cette somme. Et là, c'est égal à la norme de f au carré moins le premier terme. Voilà, et c'est clair que c'est inférieur à la norme de f au carré. Donc, pour tout f élément de L2, la norme de t appliquée à f est inférieure à la norme de f. Donc, l'endomorphisme t est continu et sa norme est inférieure à 1. Alors, pour l'adjoint de t, on propose cet endomorphisme. Vous voulez, c'est le shift à droite. Donc L, c'est l'endomorphisme de L2, tel que l'image par L d'une suite F est la suite qui prend la valeur F de n-1 en n, si n est supérieur ou égal à 1, et qui prend la valeur 0 en 0. Alors, pour montrer que L est l'adjoint de T, il suffit de montrer la formule de l'adjoint. Alors, si F et G sont des éléments quelconques de L2, alors T appliqué à F scalaire G égale, par définition du produit scalaire de L2, égale à cette somme. Et là, on effectue le changement d'indice n plus 1 égale à k. On obtient là cette somme, mais l'indexation commence à partir de 1. Et là, pour avoir quelque chose qui commence à partir de 0, on ajoute là ce terme-là qui est nul. Hein, voilà, c'est parce que L appliqué à G en 0, c'est 0. Voilà, et on obtient là cette somme. L'indexation commence à partir de 0. Et c'est exactement le produit scalaire de F et de L appliqué à G. Voilà. Donc, pour tout F et G élément de L2, T appliqué à F scalaire G est égal à F scalaire L appliqué à G. Donc, on peut conclure que l'adjoint de l'endomorphisme T est l'endomorphisme L.